Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Afin de m'aider, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire vos questions. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description. Je vous invite pour cet épisode à rentrer dans l'une des affaires les plus sanglantes du XVIIIe siècle. Je veux bien parler de celle de l'animal fou qui aura tué plus d'une centaine de personnes dans le pays du Gévaudan. Mais ces actes sont-ils à l'origine d'un seul et même animal? Est-ce bien un loup ou une toute autre créature? Quels sont les véritables mystères qui entourent la bête du Gévaudan? Au début de l'été 1764, une jeune vachère déambule à travers les prés. Apeurée, elle rejoint son village, les vêtements déchirés, affirmant avoir été attaquée par une bête qu'elle n'identifie pas comme un loup. Quelques jours plus tard, le corps de Jeanne Boulet, 14 ans, est retrouvé sans vie, marqué par de nombreuses morsures et griffures. Ces événements ne sont que les prémices de la venue d'une terrible créature dont le funeste appétit sanguinaire va alors frapper tout le Gévaudan. Terrifié par le nombre de morts sans cesse plus nombreux, le gouverneur de la province, le comte de Montcamp, fait appel à une troupe d'infanterie commandée par le capitaine Jean-Baptiste du Hamel, afin d'abattre la bête et de finir avec cette histoire. Mais la créature, absente lors des battues, semble toujours lui échapper. Au début du mois d'octobre 1764, la bête frappe à nouveau dans une autre partie du Gévaudan. Le corps de sa victime aurait été retrouvé décapité et la tête ne fut retrouvée que 8 jours plus tard. L'animal finit même par attaquer un jeune berger qui, se réfugiant dans un arbre, parvient à lui échapper. Au même moment, 2 chasseurs, apercevant la créature, lui tirent dessus. Celle-ci s'effondre, mais, horreur, finit par se relever et s'enfuit en courant dans les bois. Malgré cette blessure et les nombreuses battues, l'animal continue à semer l'effroi dans le Gévaudan jusqu'au mois de décembre. La superstition va alors entrer dans l'esprit des hommes. Si l'homme n'a pas pu détruire cette créature, c'est que cette dernière a été envoyée par Dieu ou par le diable, afin de punir les hommes de leurs péchés. La bête ne craint pas non plus les bergers et semble s'intéresser plus à eux qu'à leur bétail. Un comportement bien étrange. Une seule solution semble alors possible, le repentir et la prière. Mais ces derniers sont bien impuissants face au croc de la bête qui perpétue ses tueries. Le 12 janvier 1765, le monstre affronte pourtant un échec en osant s'attaquer à un groupe de jeunes bergers qui désormais ne s'aventure plus seul dans les prés. La créature réussit néanmoins à en blesser un et à en emporter un autre dans les bois. Les survivants décident de secourir leurs camarades en poursuivant la bête. À coups de lance, ils réussissent à faire fuir le monstre qui lâche sa proie. Malgré sa défaite, l'animal s'enhardit au printemps et ose même attaquer la famille Jouve devant sa maison. Repoussée par ses occupants, elle aura néanmoins réussi à blesser à mort le benjamin, Jean-Pierre Jouve, âgé de 6 ans. Les autorités décident alors d'envoyer un chasseur, spécialiste de la chasse au loup, Jean d'Anneval. Mais ce dernier peine lui aussi à débusquer la créature. L'affaire prend une telle ampleur qu'elle se répand dans toute l'Europe. On n'hésite pas à se moquer de Louis XV, roi bien impuissant face à une simple bête. En juin 1765, le monarque français envoie son propre chasseur, François Antoine, afin d'abattre le monstre et de faire taire les ragots. Comme les précédents candidats, l'homme échoue à son tour. Cependant, le 11 août, une jeune fille, Marie-Jeanne Vallée, est attaquée par la bête alors qu'elle empruntait une passerelle franchissant un cours d'eau. La jouvencelle parvient à repousser le monstre en lui plantant sa lance dans le poitrail. La bête, blessée, s'enfuit et disparaît dans les bois. François-Antoine, apprenant la nouvelle, se rend sur les lieux et apporte à ses supérieurs
l'histoire de celle que l'on surnomme désormais la pucelle du Gévaudan. En septembre, le chasseur royal part pour l'Allier, où la bête aurait été vue. Réussissant à la débusquer, il l'abat. Heureux de sa victoire, il la fait naturaliser afin de la présenter à Versailles au roi Louis XV. Pour ce dernier, désormais, l'affaire est close. Le Gévaudan semble désormais en paix. Mais en 1766, on recommence à parler de nouvelles attaques attribuées à la bête. On appelle le roi au secours, mais ce dernier ne veut plus entendre parler de cette créature de malheur. Le Gévaudan est désormais seul et les morts s'amoncellent. En juin 1767, une nouvelle battue est encore organisée. Un chasseur, Jean Chastel, piste la bête et la débusqua. Armé de son fusil, il l'abat. Dès lors, plus aucune attaque ne fut recensée dans le Gévaudan. Mais le comportement de la bête du Gévaudan, peu habituel pour un soi-disant loup, ouvre de nombreuses spéculations quant à sa nature. Son invulnérabilité aux balles, sa capacité à voyager très rapidement, son audace et ses attaques non dictées par la faim, ainsi que sa très grande agilité, en font un animal hors du commun. Aujourd'hui, certains avancent la théorie d'un croisement entre espèces canines, de l'importation d'un animal exotique, voire de l'implication de l'homme dans cette histoire. La bête aurait été dressée, dotée d'armure pouvant résister aux balles et lâchée sur des victimes choisies, afin d'assouvir des vengeances. Mais la vérité ne fut jamais découverte, et tout complot suspectant la noblesse locale fut étouffé. Malgré sa mort, la créature fascine toujours. Attaque animale ou crime humain, la bête du Gévaudan garde à jamais ses mystères. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.